Kalunga, Kalubalu, Chalura. Materialist training ignores it. Even maintains never exists. Le K est un poisson de très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé colombère, caloubra, calonga, caloubalou, chalungra. Les naturalistes faits étranges l'ignorent. Quelques-uns même soutiennent qu'il n'existe pas. Quand Stéphano Roy eut 12 ans, il demanda comme cadeau à son père, qui était capitaine au long cours et maître d'un beau voilier, de l'emmener à bord, avec lui. Quand je serai grand, je veux aller sur la mer, comme toi. Et je commanderai des navires encore plus beaux et encore plus gros que le tien. Dieu te bénisse, mon petit. Et comme son bâtiment devait justement apparaître ce jour-là, il emmena le garçon. C'était une journée splendide, ensoleillée, et la mer était calme. Stéphano, qui n'était jamais monté sur un bateau, courait tout heureux sur le pont, admirant les manœuvres compliquées des voiles. Il posait de multiples questions aux marins, qui en souriant, lui donnaient toutes les explications souhaitables. Le Tout-Puissant avait déjà construit l'univers, disposant avec une irrégularité fantaisiste les étoiles, Les nébuleuses, les planètes, les comètes. et il était en train de contempler ce spectacle avec une certaine complaisance, lorsqu'un des innombrables ingénieurs projeteurs à qui il avait confié la réalisation de son grand projet s'approcha d'un air très affairé. C'était l'esprit Odnon, un des plus intelligents et des plus dynamiques de la nouvelle vague des Andes. N'allez surtout pas croire qu'il avait des ailes et une tunique blanche. Les ailes sont une invention des peintres de l'ancien temps, qui trouvaient que c'était bien pratique sur le plan décoratif. Tu désires quelque chose? Oui, Seigneur. Avant que tu n'apposes le mot fin à ton œuvre merveilleuse et que tu ne lui donnes ta bénédiction, je voudrais te faire part d'un petit projet auquel nous avions pensé avec quelques jeunes collègues. Un détail, une vétille comparée à tout le reste, mais qui nous a tout de même semblé intéressant. Fais voir. Naturellement, il connaissait déjà tout du projet, mais faisait semblant de l'ignorer et simulait la curiosité afin que ses meilleurs architectes en ressentissent un plus grand plaisir. Voyons, qu'est-ce que cela peut bien être? On dirait une planète. Mais nous en avons déjà construit des milliards et des milliards. Faut-il vraiment en faire encore une? Et de dimensions aussi restreintes de surcroît? Il s'agit en effet d'une petite planète. Mais contrairement aux autres milliards de planètes, celle-ci présente des caractéristiques particulières. Elle tournera autour de son étoile à une distance telle qu'elle en recevra de la chaleur, mais pas trop. Voici le devis, avec les quantités nécessaires de chaque élément et les prix de revient. Toutes ces conditions préalables étant réunies, il devrait se produire sur ce globe minuscule un phénomène très curieux et amusant. La vie. Tu veux dire que sur cette petite boule, suspendue dans l'immensité des espaces, une multitude d'êtres naîtrait, croîtrait, se multiplierait et mourrait? L'idée est plutôt piquante. Devant l'accueil bienveillant, l'ange architecte prit de l'assurance et lança un coup de sifflet strident qui flatouèrent sur le champ des milliers.
Mais que dis-je des milliers? Des centaines de milliers, peut-être même des millions d'autres esprits. Tant qu'il ne s'agissait que d'un solliciteur. Bon, mais si chacun de ceux qui viennent d'arriver a à me soumettre un projet particulier avec les explications adéquates, cela va durer des siècles. Les casse-pieds sont une plaie éternelle. Rassurez-vous, Seigneur, tous ces gens ne sont que des dessinateurs. Le comité exécutif de la nouvelle planète les a chargés de réaliser les innombrables maquettes d'espèces vivantes, d'animaux et de plantes nécessaires à un bon fonctionnement. Chaque dessinateur était naturellement désireux de voir son propre travail approuvé et éventuellement loué. La diversité des tempéraments était symptomatique. Comme partout ailleurs, dans n'importe quel endroit de l'univers, il y avait l'immense masse des humbles, qui ont trimé dur pour constituer la base solide, pourrions-nous dire, de la nature vivante. Maquettistes à l'imagination souvent limitée, mais d'une technique scrupuleuse, et qui ont dessiné un par un tous les micro-organismes, les mousses, les lichens, les insectes relevant de moindre importance. Et puis il y avait les artistes de talent, les fantaisistes, les esbroufeurs, qui tenaient à briller et à se faire remarquer, ce qui les avait poussés à concevoir des créatures bizarres, compliquées, étranges et quelquefois aberrantes. La licorne. Certaines d'entre elles durent être refusées, jetées à la corbeille. Les dessins étaient faits sur un papier de luxe, en couleur et grandeur nature, ce qui mettait en nette infériorité les maquettistes des organismes aux dimensions plus modestes. Les auteurs de bactéries, virus et autres passaient presque inaperçus. Malgré leur mérite incontestable. Que se passe-t-il ici? Comme si c'était une trouvaille géniale. Chameaux et dromadaires laissèrent l'assistance plutôt froide. La plupart les jugèrent de très mauvais goût. Ils furent acceptés, Mais de justesse. les dinosaures firent sensation. Avec leur taille et leur corpulence, il était peu probable qu'ils survivraient. Mais pour ne pas chagriner les braves artistes qui avaient mis tout leur talent, le roi de la création concéda toutefois les écoles. Il ne s'agit pas d'un nez, mais d'un organe très spécial, pour lequel je propose le nom de proboscide, ou trompe. Parmi les clous les plus remarquables, nous pouvons citer certains grands papillons aux vives couleurs. Le serpent boa, La baleine! Le chien. la rose, la puce, On s'accorda à l'unanimité pour prédire un long et brillant avenir à ces trois derniers personnages. Les dessins représentaient un animal dont l'aspect était vraiment désagréable, pour ne pas dire répugnant. Mais qui frappait toutefois, parce que totalement différent de tout ce qu'on avait vu jusqu'à là. D'un côté était représenté le mâle. De l'autre, la femelle. Comme beaucoup d'autres espèces, ils avaient 4 membres, mais du moins, à en juger d'après les dessins, ils n'en utilisaient que 2 pour marcher. Pas de poils, si ce n'est quelques touffes, ça et là. Spécialement sur la tête, comme une crinière. Les 2 membres antérieurs pendouillaient sur les côtés d'une façon un peu ridicule. Le museau ressemblait à celui des singes, mais qui avait déjà été soumis avec succès à l'examen. La démarche était plus fine, harmonieuse et galbée comme celle des oiseaux, des poissons, des coléoptères, mais dégingandée, gauche et dans un certain sens, indécise. Comme si le dessinateur, au moment critique, s'était senti découragé, fatigué. On ne peut pas dire que ce soit bien beau. Mais peut-être cet animal a-t-il quelque utilité particulière? Oui, ô Seigneur. Il s'agit
modestie mise à part, d'une invention formidable. Ceci serait l'homme, et cela, la femme. Indépendamment de l'aspect physique, qui, je l'admets, est discutable. J'ai cherché à les faire de telle façon qu'ils soient, oh, pardonne-moi ma hardiesse, à ta ressemblance, ô Tréau. Ce sera, de toute la création, le seul être doué de raison. L'unique qui saura se rendre compte de ton existence. L'unique qui saura t'adorer. En ton honneur, il bâtira des temples grandioses et il livrera des guerres terriblement meurtrières. Aïe, aïe, aïe. Tu veux dire que ce sera un intellectuel? Fais-moi confiance, mon fils. Non, pas d'intellectuel. L'univers en est exempt par chance jusqu'à présent, et j'espère qu'il restera tel jusqu'à la fin des millénaires. Je ne nie pas, mon garçon, que ton invention soit ingénieuse, mais peux-tu m'assurer de son éventuelle réussite? Que cet être que tu as imaginé soit doué de capacités exceptionnelles, c'est possible. Mais à en juger d'après sa mine, il m'a tout l'air d'être une source d'embêtement à n'en plus finir. Cependant, je dois dire que j'ai pris plaisir à constater ton habileté. Je serais même heureux de te remettre une médaille. Mais je crois prudent, mon fils, que tu renonces à ton projet. Ce type-là, si je lui donnais un tant soit peu de mots, serait bien capable, un jour ou l'autre, de me manigancer les pires ennuis. Non. Non, non. Laissons tomber. À vouloir trop bien faire. Allez les gars, on remballe. On va pas y passer la nuit. Oubliez pas que demain, c'est dimanche. La journée avait été mémorable et heureuse. Comme toutes les grandes heures faites d'attente, de choses belles sur le point de se produire, mais qui ne sont pas encore. Comme toutes les heures de jeunesse. Un bruissement de fermentation, de palpitations, de gémissements, de ululements et de chants allaient naître des forêts et des mers. La terre allait naître, avec ses merveilles, bonnes et cruelles, béatitude et angoisse, amour et mort. Le mille-pattes. Le chêne. Le ver solitaire. L'aigle, La gazelle, Le rhododendron. le lion. Un peu là, le sublime se retrouva seul au milieu des immensités qui se peuplaient d'étoiles. Il allait s'endormir en paix. L'homme. Quelle idée folle! Quel dangereux caprice! Mais dans le fond, quel jeu fascinant. Quelle terrible tentation. Après tout, peut-être cela en vaut-il la peine. Bah, advienne que pourra. Et puis en période de création, on peut bien se montrer optimiste. Donne-moi ça. Et le Créateur approuva le fatal projet. Arrivé à la poupe, Stefano s'arrêta, intrigué, pour observer quelque chose qui émergeait par intermittence, à 200, 300 mètres environ, dans le sillage du navire. Bien que le bâtiment courût déjà à belle allure, porté par une brise favorable,
Cette chose gardait toujours le même écart. Et, bien qu'il n'en comprît pas la nature, il y avait en elle un je ne sais quoi d'indéfinissable qui fascinait intensément l'enfant. Papa! Papa, viens voir! Stéphano, qu'est-ce que tu fais planté là? Regarde! Regarde! Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le ciel et qui nous suit. J'ai beau avoir 40 ans, je crois encore avoir de bons yeux, mais je ne remarque absolument rien. Mais si! Là! Là, tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette figure-là, dis papa? Si seulement je ne t'avais pas écouté. Je vais me faire bien du souci pour toi maintenant. Ce que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit n'est pas une chose, mais bel et bien un cas. C'est le monstre que craignent tous les navigateurs de toutes les mers du monde. C'est un squale effrayant et mystérieux, plus astucieux que l'homme. Pour des raisons que personne ne connaîtra peut-être jamais, il choisit sa victime. Et quand il l'a choisie, il la suit pendant des années et des années, toute la vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. Et le plus étrange dans tout cela, c'est que personne n'a jamais pu l'apercevoir, si ce n'est sa future victime, ou un membre de sa famille. C'est une blague que tu me racontes là, papa. Non! Non! Et je n'avais encore jamais pu apercevoir ce monstre. Mais d'après toutes les descriptions que je sais souvent entendues, je l'ai immédiatement identifié. Ce mufle de bison, cette gueule qui ne fait que s'ouvrir et se fermer spasmodiquement, ces dents terribles. Stéphano, il n'y a plus de doute possible, hélas. Le cas a jeté son devule sur toi. Et tant que tu seras en mer, il ne te laissera pas un instant de répit. Écoute-moi bien, mon petit. Nous allons immédiatement retourner au port. Tu débarqueras et tu ne t'aventureras plus jamais au-delà du rivage, pour quelque raison que ce soit. Tu dois me le promettre. Le métier de marin n'est pas fait pour toi, mon fils. Il faut se résigner. Bah, à terre aussi, tu pourras faire fortune. Et surtout, n'en parle jamais à personne. Pas même à ta mère. Il commanda immédiatement au navire de faire demi-tour. Rentra au port et sous le prétexte d'une maladie subite, fit débarquer son fils. Puis il repartit, sans lui. Profondément troublé, l'enfant resta sur la grève, jusqu'à ce que la corne du plus haut mât eût disparu à l'horizon. À distance, il apercevait un petit point noir qui affleurait de temps en temps. C'était son cas, qui croisait lentement, de long en large, et qui l'attendait, avec obstination. À partir de ce moment, tous les moyens furent bons pour combattre l'attirance que le garçon éprouvait pour la mer. Le père l'envoya étudier dans une ville, à l'intérieur des terres. Toutefois, aux grandes vacances, il revint à la maison, et il ne put s'empêcher, dès qu'il eut une minute de libre, de courir à l'extrémité de la jetée, pour une sorte de vérification qu'il jugeait superflue, et dans le fond, ridicule. Après si longtemps, le cas, si tant est que l'histoire racontée par son père fût vraie, avait certainement renoncé à l'attaque. À 300 mètres du môle, en haute mer, le sinistre animal croise lentement, sortant la tête de l'eau de temps à autre et regardant vers le rivage. Comme pour voir si je viens enfin. C'est alors que la pensée de cette créature, hostile, qu'il attendait jour et nuit, devint pour Stéphano une obsession secrète.
scène d'horreur. Ce matin a été retrouvé le corps d'un homme, la soixantaine, européen, roué de coups défigurés. Les premiers témoignages recueillis révèlent la présence du clan des R dans ce quartier hier soir. Depuis plusieurs mois maintenant, il semblerait que la bande de Sergio Regora, reconnaissable au R qu'ils arborent, soit impliquée dans ce triste événement. Leur bilan s'établit, pour le moment, à 47 victimes en 3 mois. Après 40 ans, on est vieux. Et les nouvelles générations éprouvent un total mépris pour les vieux. Un sombre ressentiment. Dresser les petits-fils contre les grands-pères, les fils contre les pères. Et ce n'est pas tout. Il s'était créé des espèces de clubs, d'associations, de sectes, dominées par une haine sauvage envers les vieilles générations. Comme si celles-ci étaient responsables de leur mécontentement, de leur mélancolie, de leur désillusion, de leur malheur, qui sont le propre de la jeunesse, depuis que le monde est monde. Et la nuit, les bandes de jeunes se déchaînaient, surtout en banlieue, et pourchassaient les vieux. Quand ils parvenaient à en attraper un, ils le bourraient de coups de pied. Il lui arrachait ses vêtements, le fouettait, le peinturlurait de vernis, et puis l'abandonnait, licotait un arbre ou un réverbère. Dans certains cas, tout à la frénésie de leur rite brutal, ils dépassaient la mesure. Et à l'aube, on trouvait, au milieu de la rue, des cadavres méconnaissables et souillés. Le problème des jeunes, cet éternel tourment qui, depuis des millénaires, s'était résolu en drame de père en fils, explosé finalement. Les journaux, la radio, la télévision, les films, y étaient pour quelque chose. On flattait les jeunes, on les plaignait. Ils étaient adulés, exaltés, encouragés à s'imposer au monde de n'importe quelle façon. Jusqu'aux vieux, qui apeurés devant ce vaste mouvement des esprits, y participaient pour se créer un alibi. Pour faire voir, mais c'était bien inutile, qu'ils avaient 50 ou 60 ans, ça oui, mais que leur esprit était encore jeune, et qu'ils partageaient les souffrances et les aspirations des nouvelles recrues. Ils se faisaient des illusions. Ils pouvaient bien raconter ce qu'ils voulaient. Les jeunes étaient contre eux. Les jeunes se sentaient les maîtres du monde. Les jeunes, en toute justice, réclamaient le pouvoir jusqu'alors tenu par les patriarches. L'âge est un crime! Tel était leur slogan. D'où les chasses nocturnes, devant lesquelles l'autorité, inquiète à son tour, fermait volontiers un œil. Tant pis pour eux, après tout. Si les croulants, qui auraient mieux fait de rester chez eux, au coin de leur feu, s'offraient le luxe de provoquer les jeunes avec leur frénésie sénile. C'étaient surtout des vieux, en compagnie de femmes jeunes qui étaient visées. Alors, la jubilation des persécuteurs ne connaissait plus de bornes. Dans ces cas-là, l'homme était ligoté et roué de coups, tandis que sous ses yeux, sa compagne était soumise par ses contemporains à de longues violences corporelles raffinées en tout genre. Une minute, je reviens tout de suite. Devant le tabac,
Plusieurs voitures étaient garées. Il avait dû s'arrêter un peu plus loin. La fanfare de guerre de ces jeunes canailles, aux heures les plus imprévues de la nuit, ce signal tiré de leur sommeil des quartiers entiers, et les gens, frissonnants, se pelotonnaient encore plus dans leur lit, en priant Dieu pour le malheureux dont le lynchage commençait. On vivait une époque où les hommes de plus de 40 ans y réfléchissaient à 2 fois avant d'aller se promener en plein milieu de la nuit. Sylvia! Sylvia, démarre! Allez! Dépêche-toi! Vite! Vite! Ouvrez! Ouvrez! Personne! Comme toujours quand un raid de jeunes se déclenchait, tous restaient tapis dans leur coin. Personne ne voulait voir. Personne ne voulait savoir. Arrête-toi, de cochon! Ah! Il veut nous échapper, le salaud! Et il ose nous résister par-dessus le marché! Oh, chef! Chef, écoute, je voudrais te dire quelque chose. Et t'as besoin de me dire ça? Maintenant! Je voudrais bien me tromper, mais je crois que ce type-là, c'est mon paternel. Ton père! Ce salaud! Ouais, on dirait bien que c'est lui. Tant mieux! Ah! Tu vas pas la ramener maintenant, non? C'est que ça me paraît... Quoi? Oh non, non, non! C'était un imbécile! Et puis avant qu'il tire de première, il n'en a jamais fini! Alors! Ça me fait tout de même quelque chose, quoi, si tu veux savoir. T'es qu'une andouille! Un froussard! Une lavette! T'as pas honte? Le coup ne s'est encore jamais produit avec mon père, mais je te jure, ça me ferait jouir! Allez, allez! C'est pas tout maintenant, mais faut faire sortir de là! Madame! Qu'est-ce qu'il y a? Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Je suis poursuivi, ils veulent me tuer! Non, non! On ne veut pas d'embêtement ici! 20 000 lires pour vous, si vous me laissez entrer. Quoi? 20 000 lires. Non, non! On est déjà honnêtes ici, nous autres! Tremblement dans le départ possible! Toi et Doré. Il est là! Par là! Allez! Tapez-lui dessus à ce sale vieux!
Il n'y a pas laissé sa peau. Mais on lui a donné la leçon qu'il méritait. Maintenant, il faut me foutre le camp. On sait jamais avec les flics. La chasse avait duré longtemps cette fois. Aucun vieux ne leur avait donné autant de fil à retordre. Eux aussi, ils se sentaient fatigués. Qui peut savoir pourquoi ils se sentaient très las? Qu'est-ce que tu as sur la tête? Et toi? Toi aussi. Ah, mon Dieu, tu en as une figure. Et tout ce blanc dans tes cheveux. Mais toi aussi, tu as une tête épouvantable. Dans le miroir, il vit très distinctement un homme, sur la cinquantaine environ, les paupières et les joues flasques, les paupières flétries, un cou comme celui des pélicans. Il essaya de sourire. Il lui manquait 2 dents sur le devant. Allez, tombez-lui dessus, sale vieux! Maintenant, c'était lui le vieux. Et son tour était arrivé. La jeunesse, cette saison fanfaronne et sans pitié qui semblait devoir durer toujours et qui semblait ne jamais devoir finir. Et une nuit avait suffi à la brûler. Maintenant, il ne restait rien à dépenser. Non. 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 Ah! Ah! Dans la cité lointaine, il lui arrivait maintenant de se réveiller en pleine nuit, avec inquiétude. Il était en lieu sûr, oui. Des centaines et des centaines de kilomètres le séparaient du cas. Et pourtant, il savait qu'au-delà des montagnes, Au-delà des bois, au-delà des plaines, le squale continuait à l'attendre. Stefano, qui était un garçon sérieux et ambitieux, continua ses études avec profit. Et arrivé à l'âge d'homme, il trouva un emploi bien rémunéré et important dans une entreprise de la ville. Entre-temps, son père était venu à mourir de maladie, et le magnifique voilier fut vendu par la veuve. Le fils se trouva alors à la tête d'une coquette fortune. I found my freedom on Blueberry Hill, on Blueberry Hill, where I found you. The moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dream came true. Le travail, les amitiés, les amusements, les premières amours. La vie de Stefano était désormais toute tracée.
Néanmoins, le souvenir du cas le tourmentait. Comme un mirage, à la fois funeste et fascinant. Et au fur et à mesure que les jours passaient, au lieu de s'estomper, il semblait s'intensifier. Les satisfactions que l'on tire d'une existence laborieuse, aisée et tranquille sont grandes, certes. Mais l'attraction de l'abîme est encore supérieure. Stefano avait à peine 22 ans lorsque, ayant dit adieu à ses amis et quitté son emploi, il revint dans sa ville natale et annonça à sa mère son intention de faire le même métier que son père. La brave femme, à qui Stefano n'avait jamais soufflé mot du mystérieux squale, accueillit sa décision avec joie. Et Stefano commença à naviguer, témoignant de qualité maritime, de résistance à la fatigue, d'intrépidité. Il bourlinguait sans trêve. Et dans le sillage de son bateau, jour et nuit, par bonasse ou par gros grain, il traînait derrière lui le quart. C'était là sa malédiction et sa condamnation. Il le savait. Mais justement, pour cette raison peut-être, il ne trouvait pas la force de s'en détacher. Et personne à bord n'apercevait le monstre si ce n'est lui. Est-ce que vous voyez quelque chose de ce côté-ci? Non, nous ne voyons absolument rien. Pourquoi? Je ne sais pas. Il me semblait. Tu n'aurais pas vu un cas par hasard? Pourquoi riez-vous? Pourquoi touchez-vous du bois? Parce que le cas est une bête qui ne pardonne pas. Et si jamais il se mettait à suivre le navire, cela voudrait dire que l'un de nous est perdu. Mais Stefano ne réfléchissait pas. La menace continuelle qui le talonnait semblait même décupler sa volonté, sa passion pour la mer, son ardeur dans les heures de péril et de combat. Avec l'héritage,
il acheta de moitié avec un associé, un petit caboteur. Puis, il en fut bientôt le seul patron. Poisson, poisson frais, demande de la pêche du matin, cabillaud, coquillage, crustacés. Et par la suite, grâce à une série d'expéditions chanceuses, il put acheter un immense voilier, visant toujours plus ambitieusement de l'avant. Mais les succès et les millions n'arrivaient pas à chasser de son esprit cette obsession continuelle. Et il ne songea pas une seconde à vendre le bateau et à cesser de naviguer pour se lancer dans d'autres entreprises. Naviguer. C'était son unique pensée. À peine avait-il touché terre dans quelques ports, après de longs mois de mer, que l'impatience le poussait déjà à repartir. Ah, il savait que le cas l'attendait au large, et que le cas était synonyme de désastre. Rien à faire. Une impulsion irrésistible l'attirait sans cesse d'un océan à un autre. Scandale à la ville d'Orléans, demandez le journal, 150 livres, monsieur. Merci, monsieur. Scandale à la ville d'Orléans, demandez le journal. Un matin, le célèbre peintre Lucio Predonzani, 46 ans, qui s'était retiré depuis longtemps dans sa maison de campagne à Vimercate, resta pétrifié en ouvrant son journal quotidien, car il venait d'apercevoir, en 3e page, à droite, en bas, sur 4 colonnes, L'art italien en deuil. Le peintre Predonzani est mort. et puis au-dessous une petite note en italique. Vimercate, 21 février. À la suite d'une brève maladie devant laquelle les médecins sont demeurés impuissants, le peintre Predonzani vient de s'éteindre il y a 2 jours. Le défunt avait exprimé la volonté que l'annonce de son décès ne soit communiquée qu'après les obsèques. Suivait un article nécrologique fort élogieux. D'une colonne environ, signé du grand critique d'art Stefani. Il y avait même une photographie qui datait d'une vingtaine d'années. Abasourdi, n'en croyant pas ses yeux, Predonzani parcourut fébrilement l'article nécrologique, relevant en un clin d'œil, malgré sa précipitation, quelques petites phrases venimeuses glissées çà et là avec une diplomatie indéniable, au milieu de volées d'adjectifs élogieux. Mathilde! Mathilde! Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite, Mathilde! Attends, non. Mais viens donc, je te dis! Tiens, lis! Mon Lucio. Mon trésor. La chaîne finit par exaspérer l'homme. Mais tu deviens folle, Mathilde! Tu ne vois donc pas que je suis là! Tu ne comprends donc pas que c'est une erreur! Une épouvantable erreur! Allons, ça suffit! C'est terrible! Absolument terrible! Ah, le directeur du journal, il va m'entendre! Cette petite plaisanterie, ça va lui coûter cher! Predonzani se précipita en ville, courut tout droit au journal. Mon cher maître, asseyez-vous. Non,
ce fauteuil-là est plus confortable. Une cigarette? Oh, ces briquets qui ne fonctionnent jamais. C'est agaçant. Tenez, voilà le cendrier. Et maintenant, je vous écoute. Quel bon vent vous amène? C'est en journal d'aujourd'hui. La directrice prit un journal qui traînait, lié sur le bureau. Dans le jardin de la Villa Royale, la Croix-Violette Internationale organisa une grande chasse à l'œuf réservée aux enfants âgés de moins de 12 ans. Prix du billet 20 000 livres. Gilles Lacosto, femme de ménage, en aurait parlé chez les Zernata pour y travailler. Madame Zernata devait conduire ses 4 enfants, ce qui faisait en tout 80 000 livres. Gilles Lacosto, 25 ans, pas belle. Pas laine non plus, Petite, menue, le visage vif, pleine de bonne volonté. mais aussi de désirs réprimés. Avec une petite fille de 4 ans en plus, une gracieuse créature. Sans faire, hélas. Pensa à y emmener la petite. Le jour venu, elle mit Antonella son petit manteau neuf et son chapeau de feu qui la faisait ressembler aux fillettes des patrons. Gilda, elle, s'arrangea à peu près comme une nurse et, si on la regardait pas trop sous le nez, on pouvait très bien la prendre pour une de ces bonnes d'enfants de luxe, de celles qui sont diplômées de l'école de Genève ou de Neuchâtel. À l'entrée de la Villa Royale, Gilda s'arrêta, regardant tout autour d'elle comme si elle était une nurse qui attendait sa patronne. La chasse à l'œuf commençait à 3h. À 3h moins 5, les voitures de maître arrivaient et déversaient les enfants riches qui allaient faire la chasse à l'œuf. Madame Zernata arriva elle aussi avec ses 4 enfants et Gilda se retira à l'écart pour ne pas être vue. À 3h moins 5, une automobile de type présidentiel arriva. C'était la femme d'un ministre important venu tout extrait de Rome avec ses 2 enfants. Alors, le président, les conseillers, les dames patronesses de la Croix-Violette Internationale se précipitèrent à la rencontre de la femme du ministre pour lui faire les honneurs. Et la confusion désirée se produisit enfin, plus forte encore qu'elle ne l'avait souhaité. Quand tu trouveras un œuf, surtout, attrape-le tout de suite. Ne te laisse pas intimider par des enfants plus âgés ou plus rusés que toi. Les œufs étaient cachés sous des meules de foin. Il y avait des œufs de tout genre et de toutes dimensions, en chocolat, en métal, en carton, contenant de très beaux objets. Les enfants des riches intimidaient la petite Antonella. Elle courait, ça et là, sans savoir se décider. Et pendant ce temps-là, les autres fouillaient dans les tas de foin. Certains couraient déjà vers leur maman, les bras chargés de gigantesques œufs en chocolat ou en carton multicolore, qui renfermaient qui sait quelle surprise. Je l'ai trouvé. Comme les enfants sont rapides. À 3h moins le quart, on avait donné le signal de départ. À 3h15, tout ce qu'il y avait de beau et de bon avait déjà été ratissé. Et la petite fille de Gilda, les mains vides, regardait autour d'elle pour chercher sa maman habillée en nurse. Bien sûr, elle ressentait un grand désespoir, mais elle ne voulait pas pleurer à aucun prix. Quelle honte avec tous ces enfants qui pouvaient la voir. Chacun désormais avait sa proie, qui plus, qui moins. Antonella était seule à ne rien avoir du tout. Tu n'as rien trouvé, toi? Non, je n'ai rien trouvé. Si tu veux, prends un de mes œufs. Je peux? Lequel? Un des petits. Celui-ci? C'était un bel œuf en carton brillant qui s'ouvrait comme une boîte. Il y avait peut-être dedans un jouet ou un service de poupée
Ou une trousse à broderie? Oui, d'accord, prends-le. Merci, merci. Tu sais, comment tu t'appelles? Ignacia. Pourquoi as-tu donné un œuf à cette petite? Je ne lui ai pas donné. C'est elle qui me l'a pris. Oh, cette mystérieuse perfidie des enfants! Ce n'est pas vrai, c'est elle qui me l'a donné. Eh bien, qu'arrive-t-il, mes chères petites? Vous n'êtes pas contentes? Je ne rien. Cette gamine, je ne la connais même pas, qui a pris un œuf à ma fille. Mais ça ne fait rien, qu'elle le garde. Allons, Ignacia, viens, on s'en va. Tu lui as pris un œuf? Non, c'est elle qui me l'a donné. Ah, vraiment? Et comment t'appelles-tu? Antonella. Antonella comment? Sozo. Et ta maman, hein? Où est ta maman? Elle est là. Qui ça? Cette femme-là? Oui! Mais ce n'est pas ta gouvernante? C'est moi, sa maman. Excusez-moi, madame, mais vous avez votre billet. Est-ce que cela vous ennuierait de me le montrer? Je n'ai pas de billet. Vous l'avez perdu? Non, je n'en ai jamais eu. Vous êtes entrée en fraude alors? Cela change tout. Dans ce cas, ma petite, cet œuf ne t'appartient pas. Maman! C'est inconcevable. Veuillez me faire le plaisir de sortir immédiatement. Alors, quand Madame Patronnesse s'en allait avec l'œuf, Gilda explosa. Les humiliations, les rages, les douleurs, les désirs refoulés depuis des années furent les plus forts. Elle se mit à hurler. Elle couvrit la dame d'horribles gros mots qui commençaient par bécasse, par bite, par nez, par et par d'autres lettres de l'alphabet. Il y avait beaucoup de monde, des dames élégantes de la meilleure société avec leurs bambins chargés de étourdissants. Quelques-unes s'enfuirent, horrifiées. C'est une honte. C'est un scandale! Devant tous ces enfants qui écoutent. Oh, mais là! Allez, dehors! Dehors, ma fille! Si vous ne voulez pas, je vous dénonce! Vous n'avez pas honte, vous, d'enlever son petit œuf à ma fille, qui n'a jamais rien? Vous voulez que je vous dise? Eh bien, vous êtes une garce! Allez, oust! Dehors! Dehors et plus vite que ça! Laissez-moi! Mais laissez-moi, sale flic! Ah, vous êtes tous des salauds! Hop, tu vas venir avec nos commissariats? Tu te calmeras au violon, ça t'apprendra à insulter les représentants de l'ordre. Non! Ma fille! Ma petite fille! Laissez-moi, espèce de lâche! Elle est devenue folle! La capitaine de force. À l'infirmerie. Allez, maintenant tu vas venir avec moi! Je lui ferai donner une leçon, moi, à ta maman! Pour la dernière fois, laissez-moi! Laissez-moi! Ou je vous tue! Ah, ça suffit, c'est si magré! Emmenez-la! Ah! C'est comme ça! Eh bien, crève donc la première, sale bête! Et toi, qui me tiens les mains, c'est ton tour! Maman! Laissez-moi passer. Ils s'effacèrent en faisant la haie. Ils n'avaient plus le courage de la toucher. Ils la suivirent seulement à une vingtaine de mètres derrière elle, tandis qu'elle s'éloignait. Les pompes! Les gaz lacrymogènes! Essayez un peu pour voir si vous en avez le courage. Oh les mains malheureuses! Ma fille! Vous voulez la tuer elle aussi? Laissez-moi passer. Elle avança, imperturbable. Elle ne les avait même pas touchés. Qu'un groupe de 6 agents tombèrent raides en tas. Et elle rentra chez elle. C'était un grand immeuble de la périphérie au milieu des terrains vagues. La force publique se déploya tout autour. Avis à tous les habitants de l'immeuble. Par ordre des forces de l'ordre, nous vous accordons 5 minutes pour évacuer les lieux. Je répète, par ordre des forces de l'ordre, nous vous accordons 5 minutes pour évacuer les lieux en outre. Nous ordonnons de libérer l'enfant sous menace de représailles. Dans l'immeuble désormais, il ne reste que Gilda avec son enfant. Elle doit être en train de préparer leur dîner, car un mince filet de fumée sort d'une cheminée.
Plus tôt dans l'après-midi, Gilda est apparue à la fenêtre du dernier étage et a crié des mots que l'on ne comprenait pas. Les rangs des agents ont reculé tout à coup, comme si une masse les repoussait. Les officiers eux aussi durent reculer en trébuchant. Autour de la maison, des détachements du 7e régiment de cuirassiers forment un large anneau, tandis que descend le soir. Il y a à peine quelques instants, Gilda s'est mise à la fenêtre et a crié quelque chose. Un pesant char d'assaut a vacillé, puis s'est renversé d'un seul coup. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Une force mystérieuse les secoue, ça et là, comme des joujoux en fer-blanc, puis les abandonne, immobiles, dans les positions les plus incongrues. L'état de siège fut décidé. Les forces de l'ONU intervinrent. La zone environnante fut évacuée dans un vaste rayon. À l'aube, le bombardement commença. Ils l'auraient par la faim et la soif. Les canalisations d'eau furent coupées. Mais chaque matin et chaque soir, la cheminée soufflait son petit filet de fumée, signe que Gilda faisait son repas. Alors, les généralistes décidèrent de lancer l'attaque à l'heure X. À l'heure X, la Terre, à des kilomètres autour, trembla. Les machines de guerre avancèrent concentriquement dans un grondement d'apocalypse. Ça suffit! Vous n'avez pas fini. Laissez-moi tranquille. Le déploiement des chars d'assaut ondula, comme si une vague invisible les heurtait. Les pachydermes d'acier porteurs de mort se transformèrent en horribles monceaux de ferraille. Alors, le secrétaire général de l'ONU prit en charge la médiation de la dernière chance. Madame Soso! Madame Soso! Je viens en paix afin de déterminer avec vous les conditions de votre reddition. Le pays est désormais épuisé. Les nerfs de la population et des forces armées ont craqué. Je veux un œuf pour ma petite. C'est tout? Il me semble que cela ne devrait pas être très compliqué. 10 camions s'arrêtèrent devant la maison. On en tira des œufs de toutes dimensions, d'une beauté fantastique, afin que l'enfant pût choisir. Il y en avait même un, en or massif, incrusté de pierres précieuses, d'un diamètre de 35 cm au moins. Antonella en choisit un petit, de couleur semblable à celui que la dame patronnesse lui avait enlevé. En 3e page! Il y a l'annonce de ma mort! De votre mort! La directrice l'ouvrit, vit, comprit. Ou fit semblant de comprendre. Eut un bref moment d'embarras. Oh, une fraction de seconde, et se reprit merveilleusement. Effectivement. Une petite erreur s'est glissée. Une légère divergence. Divergence! Vous m'avez tué! Voilà ce que vous m'avez fait! C'est monstrueux!
Je dirais que le contexte de l'information dépassait nos intentions. D'autre part, j'espère que vous avez apprécié à sa juste valeur l'hommage que mon journal a rendu à votre art. Bel hommage! Vous m'avez ruiné! Je ne nie pas qu'une légère erreur se soit glissée dans l'article. Comment? Vous dites que je suis mort, alors que je suis bien vivant! Et vous appelez ça une erreur? Mais il n'a qu'à devenir fou, tout simplement! J'exige une rectification en bonne et due forme, et exactement à la même place que cet article. Et je me réserve tous les droits de vous poursuivre en dommages et intérêts. Dommage, mais mon bon monsieur. Du maître, elle était passée au simple monsieur. Mauvais signe. Vous ne réalisez pas la chance extraordinaire qui vous arrive. N'importe quel autre peintre ferait des bonds de joie comme ça. La chance! Oui, la chance. Quand un artiste meurt, le prix de ses tableaux monte considérablement. Sans le vouloir, oui, parfaitement, je l'admets, sans le vouloir, nous vous avons rendu un service inestimable. Et alors moi, il va falloir que je fasse le mort, que je disparaisse, que je me volatilise. Mais certainement, si vous voulez saisir cette sensationnelle occasion, vous ne voudrez pas la laisser échapper. Réfléchissez un peu. Une belle exposition posthume, un battage bien orchestré. Nous ferons nous-mêmes tout notre possible pour vous aider à la lancer. Ce sera une affaire de plusieurs millions, mon cher maître. Et moi dans tout cela, qu'est-ce que je deviens? Il faudra que je disparaisse de la circulation? Dites-moi, vous n'auriez pas un frère par hasard? Si. Pourquoi? Il vit en Afrique du Sud. Magnifique. Et il vous ressemble? Assez, oui. Mais il porte la barbe. À merveille. Laissez pousser la vôtre aussi. Et dites que vous êtes votre frère. Tout passera comme une lettre à la poste. Faites-moi confiance, il vaut mieux laisser les choses suivre leur cours. Et puis, une rectification de ce genre, on ne sait trop à qui elle sert. Vous, personnellement, pardonnez ma sincérité, vous feriez une figure un peu ridicule. Inutile de le contester, les ressuscités ne sont jamais sympathiques. Et puis, dans le monde de l'art, vous savez comment vont les choses. Votre résurrection après tant d'éloges produirait une fort mauvaise impression et serait d'un goût plus que douteux. Il ne sut pas dire non. Il rentra dans sa maison de campagne, il se terra dans une pièce et laissa pousser sa barbe. Sa femme prit le deuil et des amis vinrent la voir. Tout spécialement, Oscar Pradelli. Peintre lui aussi, il avait toujours été l'ombre de Predonzani. Et puis, les acheteurs commencèrent à arriver. Marchands, collectionneurs, gens qui plairaient à la bonne affaire. Des tableaux qui avant atteignaient péniblement 40, 50 000, se vendaient maintenant sans peine 200 000. 200 000. Et là, dans son antre clandestin, Predonzani travaillait, une toile après l'autre, en antidatant, bien entendu. Un mois plus tard, sa barbe était assez fauve. Predonzani se risqua à sortir en ville, se faisant passer pour le frère arrivé d'Afrique du Sud. Il avait mis des lunettes et imitait un accent exotique. C'est fou ce qui lui ressemble, disaient les gens. Par curiosité, lors d'une de ses premières promenades après sa claustration,
Predonzani poussa jusqu'au cimetière. Sur la grande dalle de marbre, dans le caveau de famille, un tailleur était en train de graver son nom avec la date de sa naissance et celle de sa mort. Il lui dit qu'il était le frère du défunt. Il ouvrit la serrure de la petite porte de bronze, descendit dans la crypte, où les cercueils de ses parents étaient empilés, l'un sur l'autre. Comme ils étaient nombreux, Il y en avait un très beau, tout neuf. La plaque de cuivre indiquait. Lucio Predonzani. Le couvercle était fixé par des vis. Le cercueil sonna creux. Heureusement. Curieux. Au fur et à mesure que les visites d'Oscar Pradelli se faisaient de plus en plus fréquentes, Mathilde semblait rajeunir, s'épanouir. Le deuil, c'est certain, lui y allait bien. Un soir, il se rendit compte qu'il la désirait, comme cela ne lui était plus arrivé depuis des années. Il désirait sa veuve. Mathilde, ne trouves-tu pas qu'Oscar vient extrêmement souvent? Qu'est-ce qui te prend? Pauvre Oscar, ton unique véritable ami, le seul qui te regrette sincèrement. Il se donne la peine de consoler ma solitude et tu le soupçonnes. Tu devrais avoir honte. Posthume fut organisée. Elle remporta un magnifique succès. Elle rapporta, tout frais payés, plus de 5,5 millions.
Après quoi l'oubli, avec une rapidité impressionnante, descendit sur Predonzani et son aide. Son nom était de plus en plus rarement cité dans les rubriques et dans les revues artistiques. Et bientôt, il en disparut complètement. Avec une stupeur désolée, il constatait que, même sans Lucio Predonzani, le monde continuait à tourner comme avant. Le soleil se levait et se couchait, comme avant. Comme avant, les domestiques secouaient leur tapis le matin. Les trains fonçaient. Les gens mangeaient et s'amusaient. Et la nuit, les garçons et les filles s'embrassaient, debout contre les grilles sombres du parc, comme avant. Jusqu'au jour où, revenant d'une promenade à la campagne, Predonzani reconnut, perdu dans l'antichambre, l'imperméable de son cher ami Oscar Pradelli. La maison était calme, étrangement intime et accueillante. Il sortit tout doucement et se dirigea vers le cimetière. C'était une douce soirée pluvieuse. Lorsqu'il arriva devant la chapelle de famille, il regarda tout autour de lui. Il n'y avait pas âme qui vive. Alors, il ouvrit le bâton de bronze. Sans hâte, tandis que la nuit venait, lentement, il enleva avec un canif les vis qui refermaient le cercueil tout neuf. Son cercueil, celui de Lucio Predonzani. Lentement, il l'ouvrit, s'y étendit sur le dos, prenant la pose qu'il semblait devoir convenir aux défunts pour leur sommeil éternel. Il la trouva plus confortable qu'il n'avait prévu. Sans se troubler, il ramena tout doucement au-dessus de lui le couvercle. Et lorsqu'il ne resta plus qu'une toute petite fente, il prêta l'oreille quelques instants, au cas où quelqu'un l'aurait appelé. Mais personne ne l'appelait. Alors, il laissa retomber complètement le couvercle. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Jusqu'au jour où, soudain, Stefano prit conscience qu'il était devenu vieux, très vieux. Et personne de son entourage ne comprenait pourquoi, riche comme il l'était, il n'abandonnait pas enfin cette damnée existence de marin. Vieux et amèrement malheureux, car il avait usé son existence entière dans cette fuite insensée à travers les mers pour fuir son ennemi. Mais la tentation de l'abîme avait été plus forte pour lui que les joies d'une vie aisée et tranquille.
Et un soir, tandis que son magnifique voilier était ancré au large du port où il était né, il sentit sa fin prochaine. Benito, j'ai toujours eu confiance en toi. Ce soir, plus que tout autre, j'ai besoin de ta fidélité. Je vais prendre un des canots du bateau et aller naviguer vers le large. J'ai besoin que tu me jures de ne pas t'opposer à ce que je vais tenter. Je te le jure. Je peux donc te révéler mon secret. Depuis l'anniversaire de mes 12 ans, je suis poursuivi par un cas. Jour et nuit, il n'a cessé de me suivre. Pendant presque 50 ans. Inutilement. Il m'a poursuivi d'un bout à l'autre du monde, avec une fidélité que même le plus noble ami n'aurait pas témoignée. Maintenant, je suis sur le point de mourir. Lui aussi doit être terriblement vieux et fatigué. Je ne peux tromper son attente. Ayant dit, il fit descendre une chaloupe à la mer et s'y installa, après s'être fait remettre un harpon. Maintenant, je vais aller à sa rencontre. Il est juste que je ne le déçoive pas. Mais je lutterai de toutes mes dernières forces. À coups de rame, il s'éloigna. Les officiers et les matelots le virent disparaître là-bas, sur la mer placide, dans les ombres de la nuit. Au ciel, il y avait un croissant de lune. Il n'eut pas à ramer longtemps. Tout à coup, le mufle hideux du cas émergea contre la barque. Je me suis décidé à venir vers toi. Et maintenant, à nous deux. Non! Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te trouver! Moi aussi je suis reclus de fatigue. Ce que tu as pu me faire nager. Et toi qui fuyais, dis que tu n'as jamais rien compris. Compris quoi? Compris que je ne te pourchassais pas autour de la terre pour te dévorer comme tu le pensais. Le roi des mers m'avait seulement chargé de te remettre ceci. Et le squale tira la langue, présentant au vieux marin une petite sphère phosphorescente. C'était une perle, d'une taille phénoménale. Et il reconnut alors la fameuse perle de la mer, qui donne à celui qui la possède fortune, puissance, amour épais de l'âme. Il est trop tard, hélas. Quelle pitié. J'ai seulement réussi à gâcher mon existence. Et la tienne. Adieu, pauvre âme.
2 mois plus tard, poussée par le ressac, une petite chaloupe s'échoua sur un écueil abrupt. Dans la barque, un squelette blanchi était assis. Entre ses phalanges, il serrait un petit galet arrondi. Le cas est un poisson de très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé Colombaire. Kaloubra. Kalonga. Kaloubalou. Chalungra. Les naturalistes, fait étrange, l'ignorent. Quelques-uns même prétendent qu'il n'existe pas. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Merci d'abord aux 8 acteurs qui ont fait un très beau travail ces 6 derniers mois. Donc, par ordre de taille, Jemila. Elena. Alors là, il y a un débat, donc on va dire les 3 garçons ensemble. Samson, Félix et Romain. Et enfin, Inès. Il y en a 8 sur scène, mais il y en a une en régie qui a été vraiment géniale ce soir. Je vous demande d'applaudir Laurent. Timothée n'est pas en Skype ce soir, mais il a pensé à nous depuis Bangkok. Et pour aller vite, il y a 5 personnes de l'ENSAPC qui ont fait les décors. Donc Julie, Zoé, Adrien, oui c'est ça, Adrien, Nicolas et Hélène, qui ont fait donc tous les décors que vous avez vu passer. Merci à leur école, merci à 3JS pour le matériel, merci à Pierre-Nicolas pour les cordages. Et merci à qui? Ben si, à PAO et notamment à Alice qui a supporté des caprices insupportables. Donc, je sais que tu es là, merci. Merci à Gaël pour le teaser. Bravo à toi. Et enfin, et ce sera le dernier, non, merci au bureau avant toute chose, au bureau de Comédia et à l'ESSEC de nous laisser jouer et à Monsieur Saint-Val de nous avoir laissé installer des projecteurs particulièrement angoissants pour lui. Voilà, merci à vous, bonne soirée.